À cet effet, nous recevons Mme Martine Keivao, présidente de l'Association des Ouè d'Europe, mère de famille, comptable de formation et femme très active. Elle porte sur elle le lourd fardeau du génocide Ouè à la Cour pénale internationale. L'expression lourd fardeau pour montrer à quel point le dossier Ouè est un dossier très important qui suscite beaucoup d'intérêt de part et d'autre et beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et dans la presse. J'aimerais dire un merci particulier à Mme Martine Keivao, que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Femme très joviale et dynamique. Merci, Madame, pour votre promptitude à accepter notre invitation sur la radio 411. Il faut dire que 411 est une radio qui a été créée par quelques membres de l'Union des Nouvelles Générations, UNG, et par des Ivoiriens vivant aux États-Unis, aidés à la tâche par des amis américains. Comme je le disais tantôt, je suis ce soir avec Mme Mobio Marie-Constance. Bonsoir Marie-Constance. Bonsoir Isabelle. Bonsoir chères auditrices. Bonsoir chers auditeurs. Bonsoir également chers internautes et merci de choisir la radio 411. Ce soir, pour mener à bien cette émission, nous sommes aidés par M. Patrick Nguesson, chargé d'assurer la régie. Nous sommes également avec deux observateurs, M. Enoch Ouattara et M. Charles Debré, qui nous suivent respectivement d'Oklahoma et de Boston. Eh bien, Isabelle l'annonçait tantôt, nous parlerons du dossier génocide. Ouais. Le génocide est un crime contre l'humanité tendant à détruire totalement ou partiellement un groupe ethnique, racial ou religieux. Pour traiter de ce dossier brûlant, Mme Martine Keivao est bel et bien là ce soir et elle répondra à toutes vos questions à ce sujet. Alors, Mme Keivao, nous vous disons bonsoir et bienvenue. Je vais très bien, je le souhaite ardemment à tous. Nous en avons besoin. Merci. Voilà. Merci. Je suis là, très, très ravie d'être parmi vous. C'est pas ma première émission avec vous, mais quand j'étais de passage, déjà, j'ai eu plusieurs émissions en ligne, des débats sur des radios. Il y avait eu 2 ou 3 fois sur Roger Show ou quoi. Et puis une autre radio animée par Madame Dick Jeannette. Donc, je suis habituée à la plupart des frères et sœurs de là-bas. Et je suis très contente de vous retrouver ce soir. Voilà. Alors, eh bien, voilà. Mme Keivao, tout à l'heure, Isabelle vient de nous donner une brève biographie de vous. Avez-vous quelque chose à y ajouter ou retrancher? Ben, je sais pas, je suis mère de 2 enfants, j'ai même une petite fille, donc une grand-mamie. Même si elle est encore petite, qu'elle me dit maman, mais je suis grand-mère. Donc, sur le côté professionnel, je suis responsable comptable et financier. Voilà. Et dans le milieu associatif, ça fait depuis très jeune âge, bas âge, puisque je suis arrivée en Europe à l'âge de 15 ans. Donc, j'ai évolué un peu dans les milieux où les gens parlent beaucoup d'associations parce que, en tant que jeune fille, j'étais dans un foyer religieux où j'étais bénévole à la Croix-Rouge où on distribuait la nourriture. À cette époque, quand il y a eu les événements du Rwanda en 2014, c'est nous qui distribuions la nourriture. Récoltions les dons dans les foyers pour aller les rassembler puis les acheminer vers les pays qui étaient concernés. Donc c'est là que j'ai appris à participer, à me rendre un peu plus ou moins utile dans les histoires où on parle d'intérêt général. Donc voilà, jusqu'à ce que ça arrive chez nous et que je prenne le taureau par les cornes pour être aujourd'hui là où on est, quoi. Ça, c'est un bref résumé, donc voilà. Je suis Ouè, née de père et de mère Ouè, tous deux originaires de Diokwé, dans le Guémon.
Et puis, voilà, quoi. Est-ce que vous voulez d'autres que j'ajoute? C'est tout. Merci, Madame Keivao. Merci Voilà. pour votre présence. Eh bien, pour participer à notre émission, c'est très simple. Il faudra composer le 702 359 02 70. Je répète, le 702 359 02 70. Puis mettre le code 19 20 91. 19 20 91. Alors, notre émission va se dérouler comme suit. Nous allons d'abord prendre les questions de nos deux observateurs, ensuite lire une ou deux questions en fonction du temps des internautes, puis nous allons ouvrir le micro à nos auditeurs afin qu'ils puissent poser des questions, bien évidemment, sur le thème à notre invité. Voilà, Claudie. Merci Isabelle. Alors, nous allons tout de suite prendre la toute première question. Et la toute première question nous viendra de M. Charles Dobré. M. Charles Dobré, à vous l'antenne. Êtes-vous là? M. Charles Dobré, bonsoir, à vous l'antenne. M. Charles Dobré. Alors, si M. Charles Dobré n'est pas prêt, nous allons passer la question. Allô? Il est là. Oui, c'est à vous l'antenne, M. Dobré. Allez-y. J'ai été mute. Vous arrivez à m'entendre? Oui, moi je vous entends très bien. bien. Oui, on vous entend parfaitement. Bonsoir, Madame Martine Keivao. Avant toute chose, bonsoir, je vous dis merci. Merci beaucoup. Je suis Charles Debré depuis Boston. Je voudrais vous dire merci pour tout ce que vous faites de part et d'autre. D'abord, en toute chose, quel que soit ce qui se dira, ou toute chose, vous prenez de votre temps pour vous battre pour votre peuple, pour votre tribu. Donc, avant toute chose, je voudrais vous dire merci pour ce que vous faites d'abord. Et donc, pour passer à ma question, vous êtes la présidente des WEC, un peu pour qui vous vous battez afin que le génocide qui a eu lieu dans cette région de la Côte d'Ivoire soit reconnu. Mais voilà qu'aujourd'hui, nous ne savons pas trop où nous en sommes. Ma première question est de savoir, si vous me permettez, si oui ou non, il y a eu vraiment eu génocide, ouais. Et si le génocide a eu lieu, la raison pour laquelle nous nous posons cette question, c'est parce que dernièrement, il y a une de vos sœurs, la ministre Anne Oleto, qui a affirmé il y a quelques semaines de cela qu'il n'y a pas eu de génocide, ouais, en Côte d'Ivoire. Donc nous voulons savoir, oui ou non, s'il y a eu génocide des ouais. Et par cette occasion-là, nous voulons savoir si aujourd'hui le génocide des ouais est utilisé comme un fonds de commerce, parce que beaucoup de choses sont dites, non seulement sur la toile, sur les réseaux sociaux, vous concernant, et aussi concernant votre organisation. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'occasion vous est donnée sur Africa 411 pour nous dire un peu et au monde entier votre part d'histoire. Merci beaucoup, je vous remercie, madame. Merci, frère. Alors, donc, comme vous l'avez dit, tout le monde, j'espère que vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Oui, on vous entend. D'accord. Oui. Donc, votre première préoccupation, vous vouliez savoir déjà si oui ou non il y a eu un génocide. En ce qui me concerne, oui, je l'ai toujours dit haut et fort, depuis 2002 même déjà, quand il y a eu les événements après septembre 2002. Voilà une crise qui commence en septembre 2002 au niveau d'Abidjan, un coup d'État manqué qui se transforme en une guerre civile. Rapidement, les gens ils se déportent, ils s'installent dans une région et ils commencent à faire leur carnage. Parce qu'après septembre 2002, ils se sont repliés sur Bouaké pour aller vers le nord où ils sont venus. Et après, il y a eu une accalmie. Les gens ils se sont déportés vers Lomé pour chercher une négociation pour que les hostilités s'arrêtent. Pendant que les gens trouvent une solution, voilà que des gens se divisent en plusieurs groupes et ils créent un front qui s'attaque vers l'ouest et qui pille tout sous son passage, enfants, vieillards, femmes, qui brûlent tout.
Au départ, on pensait que c'était un truc passager. Même depuis ce jour, jusqu'à cet instant T, les gens, sont dans cette région et ils font tout ce qu'ils ont envie de faire. Quand ils rentrent dans un village, ils prennent le soin de vider tout ce qu'ils ont envie et tout le reste, ils mettent le feu. Que ce soit des femmes, des enfants, des vieillards, des jeunes, tout le monde est pris de course, sans laisser quelque chose sur le passage. Parmi les rescapés que nous avons, les gens expliquent que oui, quand ils viennent dans un village, on dit qu'il faut s'arranger de sorte qu'il n'y ait pas d'hommes. Donc, il faut tuer tous les hommes, même si on trouve une femme enceinte, parce qu'on ne sait pas si après, elle va faire un garçon, parce que ces garçons-là, quand ils vont grandir, ils vont vouloir se venger. Donc, tout ce qui est mal, il faut l'éliminer systématiquement. Voilà pourquoi ils n'ont pas hésité à éventrer des femmes enceintes. Il y a même mis dans un village, parce que la plupart des camps, les gens qui sont retirés, ils peuvent faire des accouchements dans les villages. Ils ont trouvé des dames autour d'une femme qui était sur le point d'accoucher. Ils l'ont égorgée sans hésiter. Tout prétexte que si elle accouche, l'enfant sera un garçon. Et qui disent, comme les femmes qui sont un peu âgées, qui ne sont plus en âge de faire des enfants, on les tue systématiquement et on laisse les jeunes femmes dans l'espoir de les épouser et puis faire des héritiers pour récupérer les terres. Le génocide, c'est quoi? C'est quand on a l'intention d'éliminer une certaine race, soit par sa religion, soit par son appartenance politique, soit par son ethnie, dans l'intention de l'éliminer systématiquement pour ne plus qu'on en parle. Le génocide ne considère pas le nombre de morts qu'on tue. Même s'il y a eu 5 ou 6 personnes, le fait d'avoir l'intention de vouloir éliminer ces personnes-là par rapport à quelque chose, c'est déjà un génocide. C'est l'amalgame que les gens font, comme ma sœur Anoumoto. Pour moi, son expression ne m'a pas choquée puisqu'elle est dans son élément. Elle appartient à un groupe, un groupe politique qui a planifié d'éliminer cette région-là des personnes d'ethnie ouai pour pouvoir récupérer leur terre. Donc, elle, dans son entendement, non seulement elle souscrit à cela pour faire plaire à ses patrons, dans l'intention de ne pas perdre ses acquis, et en plus, de façon irréfléchie, elle croyait que le génocide, c'est quand on dit, oui, elle dit comme au Rwanda, parce qu'il y a eu plus de 10 millions. Non, ce n'est pas ça le génocide, ce n'est pas le nombre qui importe. Regardez par exemple, on a un cas sous les bras, ce qui se passe à Béoumi. On peut qualifier cela de génocide aisément. Le fait de comment vous êtes dans un endroit, vous vivez avec des gens, et on peut par inadvertance taper quelqu'un et puis il va tomber. Mais le fait d'avoir même déjà économisé dans leur tête, avoir des armes, vous vivez avec des gens en harmonie, ou bien machin, vous pensez déjà quelque chose, vous préconisez quelque chose et vous mettez les moyens pour pouvoir les éliminer systématiquement. Le fait d'utiliser de l'acide, ce n'est pas du hasard, c'est bien intentionnel, comme l'a dit comme l'indiquent les chercheurs dans les bouquins. Donc, pour moi, pour nous, ce qui s'est passé à l'Ouest est bel et bien un génocide, je le confirme. C'est pour ça qu'on se bat depuis des siècles pour pouvoir avoir justice et le reconnaître. Le reconnaître pour que cela ne se répète plus. Ce n'est pas parce que ça se passe, aujourd'hui c'est au pays où est. Demain, ça sera qui? Et puisque c'est des gens qui ont bien planifié leur truc, ben, ils vont finir par faire toutes les régions de Côte d'Ivoire. Là, c'est l'Ouest. Là, ils sont au centre. Là. Demain, quand on est au centre, on est déjà au sud. Et l'Est, c'est à côté. Après, c'est vers le sud-ouest, là, vers je ne sais pas quel côté encore. Même le nord sera attaqué, puisque on dit aujourd'hui à l'ouest, mais il y a eu plein de cas aussi
dans les autres pays, c'est parce que ce n'est pas encore ciblé comme ça a été intensifié à l'ouest. Donc, c'est bel et bien un génocide qui se passe. Et nous, on se bat pour que, une fois reconnu, qu'il y ait des règles bien établies pour ne pas que désormais, quelqu'un qui veut acquérir le pouvoir par ses forces ou bien par quoi que ce soit, qu'il y ait une loi bien établie pour que tout le monde la respecte, même en temps de guerre. Donc, c'est un génocide. Maintenant, votre deuxième préoccupation, vous dites qu'on utilise cela comme un fonds de commerce. Un fonds de commerce par qui? Je n'en sais rien, mais bien sûr que la façon dont c'est exploité sur les réseaux et dans la presse, ça donne l'intention d'avoir utilisé ce terme-là pour certains, d'en faire un fonds de commerce. Et c'est ce que nous accusons nos adversaires de vouloir faire. Pourquoi? Parce que voilà des gens. Je pose la question à l'auditoire. Est-ce que dans la vie, quand tu as un problème et que tu vas vers un homme de loi pour trouver une solution à ton problème, et que cet homme de loi trouve dans ton souci que tu as une aubaine pour pouvoir s'accaparer ta situation et t'éjecter comme un chiffon, est-ce que ça se fait? Comme je vous l'ai dit, depuis 2002, nous nous battons sur ce problème-là. Et à l'époque, de 2002 jusqu'à 2010, on avait les femmes de Diokwe, une association qui s'appelait Cris de cœur. Et c'est cette association-là, puisque Diokwe étant la zone de confiance, donc toutes les autres populations s'étaient rassemblées là. Et qu'est-ce qu'on fait? On allait vers ces gens-là, on cotisait ici. Tous les 3 mois, je partais en Côte d'Ivoire pour pouvoir distribuer des vivres, des médicaments et tout ce dont les populations avaient besoin, sans savoir qui est guéri, qui ne l'est pas. Parce qu'il y a eu aussi des gens qui sont chez nous, qui ne sont pas ouest et qui ont subi des atrocités. Et cela, on les prenait aussi en compte. Quand on arrive, puisqu'à l'époque, Diokwe étant un peu protégé, il y avait certains villages de Diokwe vers Daloa qui n'étaient pas encore occupés. Donc, les populations de Diokwe se sont réfugiées dans ces villages-là chez leurs parents et la ville de Diokwe était laissée aux autres populations qui n'étaient pas originaires de là et qui étaient dans les rues. Et c'est ceux-là, nous, on a dit, bon, puisque ceux qui sont dans les rues sont encore plus dans le besoin que nos parents qui se sont réfugiés dans les villages de leurs parents. Donc, quand nous, on est arrivé en tant qu'ONG, c'est à ces populations-là qu'on portait assistance et secours. Mais on n'a pas cherché à savoir qui est guéri, qui ne l'est pas. Nous, il y avait des populations qui étaient là. Et c'est ce qu'on a fait de 2002 jusqu'à 2004. Et à 2004, quand il y a eu un peu d'accalmie, et puisque l'hôpital était détruit, on avait affrété un 40 pieds de médicaments et de matériel médical qu'on a transporté d'ici pour aller déposer là. On a même réhabilité l'hôpital pour que toutes les populations qui étaient là aient accès aux soins, déposer des médicaments gratuitement à l'hôpital. Même si il y a eu des abus, on n'était pas des médecins, notre but n'était pas d'aller distribuer des médicaments à chaque personne, c'était de les mettre à disposition du personnel médical pour que quand chacun arrive, qu'il ait accès aux soins. Et ça, on l'a fait. Et les médecins nous ont dit que les besoins les plus urgents, c'était d'avoir une ambulance. Et cette ambulance-là, on l'a affrétée pour déposer à Diokwe. Est-ce que cette ambulance-là servait de transport de commun à la famille de Keivao? Non. C'était pour la population. Et quand il y a eu la calmie, il y a eu les événements de Guy Trouzon en 2005. Je ne me suis pas déplacée pour y aller personnellement parce que, comme le président à l'époque, il s'est rendu directement à Guy Trouzon, il avait, séance tenante, déposé une enveloppe de 800 millions de nos francs, je dis bien 800 millions de nos francs, en direct de la télévision ivoirienne. Déposer ça aux mains d'un comité
gérée par les cadres et élus de Djokwe pour pouvoir s'occuper des parents. Trouvez-vous normal qu'on vienne là à Guitrouvan dans les conditions où les gens étaient et qu'on donne de l'argent pour s'occuper de ces victimes-là? Et à ce jour, ces victimes n'ont même pas eu de sépulture. Même les familles qui pleuraient leurs parents n'ont même pas eu accès à 1 centime, ne serait-ce que pour faire leur deuil. Et cet argent s'est volatilisé. Et le comité des cadres et élus sont du FPI. Et ça s'est passé à Djokwe. Jusqu'à ce jour, personne n'en parle. Et les morts de Guitrouvan, aujourd'hui, on les a mis dans une fosse sans même une dalle. Ça, c'est première préoccupation. Maintenant, ces événements sont passés. On arrive à la crise post-électorale. Tout le monde s'est évaporé dans la nature. Et qu'est-ce qu'on a fait? Moi qui vous parle, 19 avril 2011, j'ai perdu 15 personnes de ma famille, du côté du père comme du côté de la mère, tous de Djokwe. Qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, depuis 2002, je récoltais les preuves, tout ce que j'avais sous la main. On avait constitué un site pour pouvoir mettre les images dessus, enregistrer les films, recueillir des témoignages, faire tout ça regrouper. On arrive à 2011, le carnage que vous avez vu, je n'ai pas besoin de le répéter. On ne sait plus à quel sens se vouer, tout le monde s'est volatilisé dans la nature. Et heureusement pour nous, il y a eu le dossier du président la situation Côte d'Ivoire que M. Ouattara a transféré à la Haye. Tout le monde sait comme moi qu'un individu ne se lève pas pour la CPI pour se plaindre. Il faut toujours que ce soit l'État concerné qui fait appel à la CPI ou la CPI elle-même qui s'auto-saisit pour aller faire des enquêtes. Mais quand cela est arrivé en Côte d'Ivoire, que le gouvernement de M. Ouattara a fait cet appel à la CPI, ils ont souscrit les événements d'Abidjan au niveau d'Abobo. Sans même parler des autres quartiers. Et la CPI, en ce moment-là, quand elle a eu le dossier, elle a lancé un appel à témoins en 2011, dans le mois de juin. Le 7 juin 2011. Pour dire que la situation de la Côte d'Ivoire est désormais devant la Cour pénale et il y a eu les événements d'Abidjan au niveau d'Abobo. Si d'aventure il y a d'autres victimes, qu'elles se signalent. Voilà comment notre association dont j'avais la présidente, puisque je suis la présidente de Djokwe, au nom de l'association que je dirige et en même temps en tant que victime, puisque nous tous, on a perdu nos parents à Djokwe Karsou qui gisent aujourd'hui dans les fosses communes. Ils ont dit, bon, et comme tout le monde, c'est une situation dangereuse, si on dépose le dossier, ça va nous attirer des ennuis. Comment on fait? Il dit, bon, je suis la présidente. Je ne peux pas dire non. J'ai dit, moi, je me porte garant, comme toujours. Je vais être au devant, mais vous êtes derrière et vous me soutenez. Si j'ai besoin de quelque chose, vous venez avec moi, vous le donnez. Et s'il y a une situation où j'ai besoin de quoi que ce soit, vous me soutenez. Mais moi, je vais me prononcer comme ça, ils vont s'attarder sur moi et les autres pourront bouger. C'est comme ça que je me suis constituée en cobaye. À ce jour, depuis 2011, je n'ai pas encore remis les pieds à Abidjan. Ma tête est mise à prix. Je ne peux pas me déplacer comme ça. Donc, on a déposé le dossier. Quand on a déposé le dossier, la Cour pénale, qu'est-ce qu'elle a fait? En novembre, ils ont modifié leur rapport qui disait qu'ils allaient circonscrire au niveau d'Abidjan les crimes. Ils ont été obligés, je ne sais pas, au vu de ce qu'on a fourni, ils ont
modifié leur périmètre en disant que désormais les crimes on prend en compte de 2002 jusqu'à 2011. Voilà comment, par rapport à notre dossier, qu'ils ont élargi les crimes qui se sont déroulés en Côte d'Ivoire. Oui. Maintenant, quand ils ont déporté le président, on arrive dans la salle d'audience pour la confirmation des charges. Les victimes pour lesquelles ils ont élargi les crimes, ils ne les ont pas pris en compte. Et ça a suscité notre indignation. J'ai organisé une conférence de presse pour dénoncer cela. Quand on l'a dénoncé, en même temps, on a fait un courrier, on a réitéré. Et à tout moment, c'est ce qu'on faisait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ils ont, sur conseil puisqu'on le faisait directement nous-mêmes, on a décidé que désormais, on doit s'offrir un avocat. C'est ainsi qu'on a pris un premier avocat qui s'appelle Basile Bénard, avec qui on a eu une conférence de presse lors du passage de M. Ouattara pour sa première visite en Côte d'Ivoire, en France. On a eu une conférence de presse pour dénoncer ces crimes-là. Et en même temps, Madame Keivao, oui. S'il vous plaît, à propos de l'avocat, on a une question dessus, donc on va laisser la question posée. Non, mais attendez, j'arrive, parce que vous parlez de fonds de commerce. Quand je vais terminer cet épisode-là, et peut-être que ça va vous mettre sur le chemin pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'avocat, puisque je ne suis même pas dans le chapitre que vous connaissez. Ok. Donc, on voulait juste avoir le temps de prendre plus de questions si ça vous dérange pas, mais allez-y. Ok, allez-y. Donc, pour nous, aujourd'hui, cette histoire de fonds de commerce, je perçois ça comme une indignation de ma part, comme une indignation, comme une atteinte à mon intégrité morale, parce que pendant tout ce temps qu'on était meurtris, il n'a jamais été question d'argent pour nous. Et même à ce jour, sur la tombe au nom des miens, de tous ces âmes qui croupissent encore, qui errent dans la nature, dans nos esprits à nous, il n'a jamais été question d'argent. Nous cherchons la justice. Rien que la justice, et toute la justice, pour ne plus revivre ce que nous avons vécu à l'Ouest, qu'on qualifie de génocide. Nous ne voulons pas. Si d'aventure, dans les conclusions de la justice, il doit y avoir réparation, ce qui va de soi, ça viendra. Mais pour l'instant, nous voulons que ceux qui ont causé ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire soient punis. Et que cela ne Merci beaucoup. Plus. Voilà, merci beaucoup, Madame Keivao. Merci d'avoir donné beaucoup plus d'éclaircissements à ce sujet. Nous allons passer à la deuxième question et je passe la parole à Isabelle. Ok, merci Madame Keivao. Nous nous rendons directement à Oklahoma avec M. Enoch Ouattara. Bonsoir, M. Enoch, vous êtes connecté? Allô, vous m'entendez? Vous avez la parole. Oui, je vous entends, monsieur. Ok, donc bonsoir à tous, bonsoir à Madame Keivao. Merci bonsoir, monsieur. Oui. D'avoir répondu présent à notre invitation. Ça nous va droit au cœur. C'est un honneur. Alors, merci. Moi, j'avais un peu une préoccupation parce que le combat que vous défendez, il est noble. Et je pense qu'il est normal que le peuple ouest puisse demander justice, réparation pour tout ce qu'il a vécu. Mais certaines personnes, certains ressortissants de la CEDEAO et certains groupes d'halogènes vivant donc dans la région de l'Ouest, dans les régions guérées, accusent les guérés d'avoir été, je dirais, responsables, sinon d'avoir provoqué les événements qui ont eu lieu à l'Ouest et qui ont conduit à de nombreux assassinats. Certains disent qu'ils se sont défendus, que ce sont les guerriers qui étaient constitués donc en milice, en groupe d'autodéfense, qui attaquaient et qui faisaient des meurtres contre, on va dire, les ressortissants de la CEDEAO, pratiquement les nordistes.
Donc, eux se sont aussi organisés en groupe pour pouvoir défendre, et avec l'appui des FSI qui sont rentrés lors de leur objectif à Abidjan, et qui se sont défendus. Donc, pour eux, c'est un self-defense. Donc, est-ce que vous pensez, malgré tout ce que le peuple guerrier, le peuple a subi, est-ce que vous pensez qu'on peut attribuer d'abord une part de responsabilité au peuple guerrier dans les violences qui ont eu lieu à l'Ouest? Et ma dernière question sera de savoir, est-ce que le fait même que le gouvernement ivoirien actuel, le gouvernement d'Alassane Ouattara, on va dire, refuse de considérer qu'il y a eu génocide à l'Ouest, on va dire, minimise même les violences qui ont eu lieu à l'Ouest, ne pensez-vous pas que cela puisse vous porter préjudice au niveau de la Cour pénale internationale? Voici les deux questions. Voilà, merci. Merci. Vous savez, je ne suis pas juriste. Chacun peut polémiquer, je peux vous donner mes raisons, je peux vous dire c'est ceci, je peux vous dire c'est cela. Mais au lieu qu'on s'accuse, chacun dit c'est lui, chacun dit c'est moi, moi je ne suis pas sur le théâtre des événements. Ce que je sais, c'est que la guerre est arrivée, vous êtes dans votre campement, des gens viennent vous attaquer. Si dans votre entendement personnel, vous êtes dans votre maison actuellement avec votre famille, quelqu'un rentre là avec une arme ou bien un bâton et il se met à frapper vos familles, est-ce que vous resterez là les bras croisés pour l'attendre qu'il vous achève tout, ou bien vous allez vous battre jusqu'au dernier souffle? Ça, à chacun de l'apprécier. Justement, c'est le but de mon combat, parce qu'on s'envoie les balles. Donc, il faut que tout le monde se retrouve devant la justice, chacun donne sa version pour qu'on sache qui a fait quoi. Les gens pensent que moi, je suis contre, nous, on est contre les gens de la CEDEAO, les gens de ceci, les Djoula, les Nordistes. Figurez-vous, en Côte d'Ivoire, le peuple guerrier est réputé le peuple le plus hospitalier. Pendant mon enfance à moi, quand on était chez nous, en Europe ici, je suis arrivée et je savais ce que c'était un étranger, un autochtone ou un allogène. Ça, c'est nous autres aujourd'hui qui parlons de ça. Mais dans nos villages à nous, dans nos campements, quand on était petits, quand on est né jusqu'au jour avant que je n'arrive ici, on n'a jamais eu cette idée en tête. Nos parents, les gens qui étaient chez nous, qui travaillaient, je me souviens bien, il y a un monsieur qui est dans mon village qu'on appelle, il est du Mali, il s'appelle Bakone. Et ce monsieur est arrivé dans notre famille avant même nos naissances. Donc nous, on l'appelait papa. On n'a jamais su que c'était... En tout cas, moi, personnellement, nous, enfants, on ne savait pas que le gars venait d'ailleurs. Même en pays guerrier, là, Djoula qui campait sur sa coutume, là, quand les enfants de ce monsieur-là naissent, parce que chez nous, un pays où quand ton enfant naît, c'est un défunt, il porte le nom d'un défunt. Ces jeunes-là, aujourd'hui, portent le nom de nos parents, de nos défunts, pour la plupart. Donc, comment on peut imaginer que ces gens-là, on est contre eux? Mais si on est contre eux et qu'on les a tués, moi, je ne suis pas là-bas, c'est la justice qui peut établir la vérité. Voilà pourquoi je poursuis la justice. Je ne dis pas forcément que ce qui s'est passé, les guerriers ont tort, ou les Djoula ont raison, ou celui-ci et ceci. Moi, ce n'est pas mon problème. Je veux savoir qui a fait quoi. Et pour cela, il faut que tout le monde se retrouve devant la justice. Alors, pourquoi on se refuse? Quand M. Ouattara a envoyé le président Gbagbo et Charles Blé Goudé à la CPI, on les a accusés de tous les noms, de tous les mots d'Israël. Il n'y a eu que la justice pour établir la vérité. Mais c'est la même qu'on demande. C'est tellement simple que ça. Pourquoi on le refuse? Et si j'avais accepté que Ouattara reconnaisse ce qui s'est passé à l'Ouest, je ne me serais pas battue pour que ça arrive devant la Cour pénale. Voilà. C'est parce que je ne fais confiance à personne que je suis devant la Cour pénale et on y est et je sais qu'il y aura un procès. Et quiconque ne nous en empêchera. Nous voulons la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Voilà qui, Madame. Nous allons maintenant ouvrir le micro aux auditeurs et aux auditrices. Nous rappelons aux auditeurs qu'il faudra vous poser une question à notre invité.
il faudra taper 5 étoiles pour pouvoir poser une question. Tapez 5 étoiles. Et nous vous rappelons que le thème ce soir, c'est le génocide ouest. Parlons-en. Alors, nous aimerions avoir des questions uniquement sur le thème, s'il vous plaît. Donc, Patrick, est-ce qu'il y a des mains levées, s'il te plaît? Allô, Patrick? Allô? Allô, Patrick, est-ce qu'il y a des mains levées? Actuellement, je dirais que non, j'attends toujours de voir quelques mains levées, mais pour l'instant, je ne vois pas de mains levées. Nous rappelons que pour poser une question, il faudra taper 5 étoiles. Donc, nous allons prendre la question d'un internaute. Allô? Oui. Je crois que M. Poulero Clément a une main levée, donc on peut lui passer la parole si c'est bon. D'accord, on y va maintenant. M. Poulero. Oui. Oui, vous avez la parole. Voilà, merci. Je viens de vous prendre en marche. Ce n'est pas une question que je voulais poser à la sœur, mais c'est un additif. Parce que moi, en tant que moi, je pense que c'est une affaire politique. Que les gens disent que les guerriers, les Wobé ont attaqué les gens de la CEDEAO. À mon avis, c'est pas possible. C'est une affaire politique. Parce que moi-même, dans mon village, j'ai des oncles, j'ai des cousins qui s'appellent Jomane, parce qu'ils sont Wobé. Des Sumaro, des Samba, des Tchekura, qui sont tous Wobé, mais ils pratiquent la religion musulmane. Donc, cette volet-là, moi, je ne tiens pas trop compte, quoi. C'est l'attitude que je voulais ajouter. Le peuple est entouré dans tous les villages où vous trouvez les gens de la CEDEAO. Moi, j'ai des petits soeurs qui sont mariés aux gens de la CEDEAO, les Guinéens, les Burkinabés qui ont des plantations. Il n'y a pas de problème entre nous. Juste à ce que le problème de la guerre qui s'est abattue dans notre région. Tu vois? Donc, moi, je pense que c'est un problème beaucoup crucial. Et il faut qu'on trouve vraiment le fond même du problème, parce que c'est une affaire politique, moi je pense bien. Sinon, les guerriers, les guerriers, les Robert, ils n'ont jamais nié un ressortissant de n'importe quelle région. Même chez moi, à mon village, il y a un Mauritanien. Il y a un Mauritanien qui est là, il a sa boutique, et en même temps, il a son champ. Et il n'a jamais eu de problème. Tu vois, donc c'est la parenthèse qu'il voulait souligner, quoi. OK. Allô? Oui? Oui. Maï, est-ce que je peux poser une question aussi? Oui, bien. C'est Patrick. Mais vous dites de soulever les mains, on fait les mains et puis n'importe quoi. Oui, il y a des mains levées, Maï. Est-ce que tu veux prendre notre question? Tu veux prendre notre question, Maï? Est-ce que... Allez-y. Ok, le numéro... La question vient du numéro, je crois, 773. Votre nom. 347, 777, 43, 25. Allez, posez votre question. Allô, bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui. Présentez-vous et posez votre question, s'il vous plaît. Ok, bonsoir, je suis Emmanuel Katina. Et je dis bonsoir à l'invité et aux animateurs de l'émission. Bonsoir. Moi, je voudrais m'excuser s'il y a quelques bruits autour de moi. Je suis avec les enfants dans la voiture, donc s'il y a quelques petits ronflements, c'est les enfants qui dorment dans la voiture. Je voudrais m'excuser. Nous sommes en voyage. OK. Et vraiment, c'est une très belle émission et ça nous donne l'occasion d'avoir un peu plus d'informations sur le problème de nos frères, ouais. Et je voudrais profiter pour avoir un peu plus d'éclaircissement sur 2 points à mon niveau. Oui. OK. Premier point.
manqué peut-être 10 minutes. Donc, si jamais vous en avez parlé pendant les 10 ou 15 minutes que j'ai manqué, je vais vous demander de m'excuser et de revenir là-dessus. Mon premier point, mon premier point, c'est une affaire qui a été propagée sur les réseaux sociaux et au cours de laquelle moi j'ai connu le nom, votre nom, je crois, Kei Vao. Kei Vao. D'abord, donc, voilà. J'aimerais savoir si c'est de vous qu'il s'agissait quand il y a eu le souci avec M. Demba Traoré. C'est moi. De vous qui, si c'est de vous qu'il s'agissait, si c'est de vous qu'il s'agit, j'aimerais, tout en vous demandant, tout en espérant que ce problème va être résolu et en vous demandant vraiment de faire un effort pour que vous puissiez vraiment résoudre le problème avec M. Demba Traoré, vous donner l'occasion d'apporter un éclaircissement si besoin est. Si vous pensez que c'est nécessaire. Vous voulez savoir quoi sur ce qui s'est passé avec Demba Traoré? Une question précise. Parce que là, vous donnez un conseil, là. C'est pas une question. Oui, vous dites de tout faire pour trouver une solution, ou bien vous voulez comprendre ce qui se passe? Personnellement, je n'ai pas envie d'être celui qui va revenir sur la polémique, mais si non, vous voulez poser une question. Oui. Si vous me permettez, je peux revenir sur les points qu'il a abordés et puis vous donner l'occasion de revenir point par point là-dessus. Mais de façon globale, j'estime qu'il a apporté des accusations sur des problèmes de gestion d'argent qui auraient été donnés ici et là. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu problème et que ce problème devrait être résolu. Voilà. D'accord. Donc, maintenant, comme je dis, s'il y a quelques éclaircissements qui peuvent être portés, vous le faites. Sinon, mon souci, ma préoccupation serait vraiment que ce problème puisse être résolu. Voilà. C'est ma première préoccupation. Et deuxième préoccupation, c'est une question qui concerne le problème WEA en général. Et c'est une question qui revient souvent et moi je n'ai pas encore eu la réponse qui puisse, je dis, m'éclairer de façon définitive. C'est qu'on dit souvent pourquoi est-ce que dans le problème dans la situation qui s'est passée en 2010-2011, c'est surtout le peuple ouest qui a été visé et puis les parents de Laurent Gbagbo, je m'excuse de faire de cela une affaire politique, si ce n'est pas forcément une. Les parents de Laurent Gbagbo même ont été épargnés, que c'est les ouest qui ont été les plus grandes victimes. Voilà. Ok. Pour parler terre à terre, on a laissé les parents de Gbagbo et puis c'est les ouest qu'on allait tuer. C'est les ouest qu'on tue. Voilà. Vous qui êtes sur le terrain, vous qui êtes une femme ouest et une intellectuelle, est-ce que vous pouvez donner votre explication à cette question-là? Merci beaucoup. Merci. D'abord, pour votre première préoccupation, avec les accusations que M. Demba raconte partout, moi, personnellement, responsable de cette association et tous les membres qui nous concernent, je le dis haut et fort, nous n'avons jamais eu un centime de la part de Demba Traoré. Ça, que ça soit clair dans les oreilles de tout le monde. Demba n'a jamais donné de l'argent personnellement à quelqu'un ici. D'après lui, justement, c'est de lui que toute la terre a commencé à éclater. D'abord, Demba Traoré n'est pas une victime. 2, il n'est pas membre de nos associations. 3, je ne le connais pas. Tout ce que je sais, nous avions contacté Maître Abiba pour être notre avocate. Un soir, je vais à son rendez-vous et les dossiers sont hautement confidentiels. Elle emmène Demba Traoré dans notre dossier sans même nous en parler. Je lui pose la question, elle me dit non, je l'ai invité, c'est moi, il est venu, il a demandé à te rencontrer, c'était juste pour te le présenter. Je dis, mais le présenter en tant que qui? Pourquoi? Non, il veut nous donner un coup de main parce que comme il est au Ghana et que souvent, au lieu que tu te déplaces, il va nous envoyer les dossiers. Je dis, mais les dossiers sont confidentiels. Elle me dit, c'est pas grave, je le connais personnellement. Donc, c'est le premier jour que j'ai rencontré Demba. Deuxièmement, Demba nous propose
lui et ses amis aux États-Unis, ils ont invité Maître Abiba pour faire une conférence. Et il m'appelle un soir pour dire que, puisque tu as des représentants aux États-Unis, est-ce que tu peux nous mettre en contact pour que je puisse organiser, pour qu'ils puissent co-organiser la conférence que Maître Abiba, on veut, nous, mes amis et moi, on veut qu'au niveau de Washington, que Maître Abiba arrive pour parler du génocide ouest. Et comme vous avez des représentants là-bas, s'il y a des ouest parmi nous, ça va nous donner plus de poids. Sinon, c'est les Ivoiriens du Canada qui ont invité Maître Abiba. J'ai dit, à Chouas, il n'y a pas de problème. Si le problème, elle peut aller parler du problème là-bas, moi, je vais pour que tout le monde sache ce qui s'est passé chez nous, c'est une bonne affaire. C'est ainsi, je l'ai mis en contact avec mes représentants aux États-Unis. Et il a pris, je lui ai donné le numéro de Gaé Joseph, je lui ai donné le numéro de Jonas Taé, qui était au devant. Jonas étant le coordonnateur et Gaé Joseph étant le représentant. Donc, il s'est mis en contact avec eux et c'est avec Jonas, il a commencé à travailler comment il faut organiser les choses. Et nous avons participé aux frais de déplacement de Maître Abiba. On arrive sur place, il dit on va profiter pour faire une collecte si les gens peuvent vous aider. On est arrivé aux États-Unis, on a eu la conférence à Washington, il n'y a pas eu un sou. C'est encore nous qui avons fait la réception des gens qui étaient sur place. Moi-même, c'est moi-même qui ai préparé, avec mes sœurs qui étaient sur place là-bas. Et on a reçu tout le monde. Demba n'a pas donné un centime. On revient des États-Unis. Maître Abiba me contacte pour me dire qu'elle a eu des contacts de partenaires aux États-Unis qui veulent nous aider à financer notre dossier pour faire face à nos frais. Mais il pose comme condition que nous enlevions le nom des Ouest sur le dossier et que ça soit un dossier national. J'ai dit baliverne. J'ai dit non. Je n'ai même pas écouté. Et c'est sur ça les polémiques partent. J'ai dit mais comment ça? C'est qui ces partenaires? Et comment tu peux parler de partenariat dans un dossier de crime? Et on parle de génocide, tu ne parles de partenariat. Mais où on va avec ça? Un donateur est un donateur. Tu veux aider une œuvre humanitaire, tu viens, tu fais ton don et tu ne poses pas de questions. C'est quelle affaire quelqu'un qui veut nous aider et qui nous demande de changer nos noms? C'est qui ces personnes-là? Elle dit non, c'est secret, je ne peux pas le dire. Il dit, ben, si tu ne peux pas le dire, ça veut dire que moi, il ne faut même pas m'en parler. Elle dit, mais non, on demande juste qu'on ouvre, on change de nom des gens, puisqu'il n'y a pas que les Ouest qui ont été concernés dans le pays. On va mettre les crimes de Ouattara et puis on t'ouvre un compte, une association de droit américain, on va ouvrir, on te demande juste de gérer l'argent. Il dit, mais quel argent je vais gérer? Cet argent vient d'où? Un pays où on coupe la tête des gens en une seconde sans même que tu t'en rendes compte. Moi, je ne comprends pas un mot anglais, je ne connais rien. Et puis, je vais atterrir là, on va ouvrir un compte pour me donner et je vais gérer l'argent. Et si c'est de la drogue, je deviens quoi? Ça, là, je ne veux même pas en entendre parler. Et voilà les histoires. Voilà comment merci beaucoup, madame. Voilà. Donc, merci, nous allons passer. Voilà. Non, il a une deuxième question. Il a dit pourquoi le ouais? Pourquoi le ouais? D'où le génocide. Parce que dans leur tête, c'est eux qui doivent dire devant le juge pourquoi nous. Comme vous l'avez si bien dit, si c'est une question politique, Gbagbo Laurent est vêté. En pays entier, il est encore plus aimé qu'en pays guéré. Les guérés ne sont pas tous du FPI. Anne Loto, dont vous parlez, qui nie le génocide, elle est ouais. Mais pourquoi quand ils sont arrivés là-bas, ils tuent tout le monde, que ce soit PDCI, RDR, FPI, qui que tu sois, on dit ouais, c'est ouais. Voilà pourquoi on dit c'est un génocide. Parce que si c'était une histoire politique, ils allaient débarquer à Mama, mais ils ont dépassé Mama et c'est chez nous, ils sont venus. Pour la bonne et simple raison que le ouais a été très hospitalier, il a des terres très fertiles, il faut les balayer et puis repeupler la région. D'où le mot génocide, j'insiste et je t'insiste. Merci. Merci, Madame Keivao. Nous allons passer la parole à Monsieur Sosten Kofi. Monsieur Sosten Kofi, si vous êtes là, vous avez la parole.
Ok, oui, je suis Nous là. rappelons que nous sommes suivis un peu partout et nous avons beaucoup d'auditeurs qui veulent poser des questions. Donc, M. Sosthène Kofi, vous avez la parole. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir à Madame Kei Bao. Et, bonsoir, cher frère. Félicitations et courage Merci. pour l'initiative que tu t'es donnée de manière volontaire. Moi, j'ai deux questions. Ma première question, oui. c'est de savoir quelle définition tu donnes au mot génocide. Et puis, deuxième question, quelle sens ta définition de génocide, de crime génocidaire? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, votre définition. Ah, votre... c'est quoi le génocide? Non, votre définition. Hein. Sinon, c'est quoi le génocide? Oui, moi, comment je l'entends? Mais oui, c'est que voilà, ce que j'entends par votre définition. Moi, personnel. Voilà, ok. Voilà. Yes. Maintenant, en deuxième, il y a eu une tournée du FPI à l'Ouest. Et à mon sens, ça a été une grande réussite en termes de sortie de militants et tout ça. Je pense que ça a été une réussite. Maintenant, je voulais savoir, vous qui êtes de manière volontaire, vous êtes mis à vous soucier de la condition et des atrocités qui sont passées dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que leur tournée a eu pour objectif, a été une récupération politique en parlant et aussi de génocide? Ouais. Voilà mes deux questions. D'accord, merci. Alors, quand vous me dites, qu'est-ce que vous entendez? Comment vous voyez le génocide? Moi, personnellement, le fait qu'aujourd'hui, qu'on vienne tout détruire dans notre pays, ouais, on a tout détruit, tous nos villages. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, toutes nos plantations, toutes nos terres sont occupées. La moitié encore de nos populations sont en exil. On dit aux gens parfois, pourquoi vous ne rentrez pas, vous n'avez pas de problème. Mais quand ils rentrent, ils vont rester où? Tout est pris. Donc pour moi, le fait que les gens aient réfléchi mûrement pendant des siècles pour dire que ceux-là, ils ont toutes les richesses, parce que c'est chez nous la boucle du cacao. Donc toute l'immigration de la sous-région, c'est chez nous, ils étaient là-bas. Nous, on les avait accueillis. Si on les avait refusés, c'était autre chose. Mais on les a accueillis, on leur donne tout. Les gens disent oui, les ouais ont vendu leur terre, c'est pour ça que les gens veulent les éliminer. Mais si quelqu'un a vendu quelque chose, tu peux démontrer par A plus B que le truc a été vendu. Pourquoi tu vas tuer le propriétaire? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous tuez quelqu'un et puis vous vous installez dans sa maison. Ça consiste à quoi? C'est le repeuplement. Donc, ils ont pensé qu'ils doivent nous tuer jusqu'au dernier et puis récupérer les terres. Point final. Pour moi, c'est un génocide. Voilà comment je conçois ça. Parce que pour aller jusqu'à ouvrir le ventre d'une femme enceinte, dans les guerres, là, il y a des règles. On ne s'attaque pas aux civils, on ne s'attaque pas aux femmes, on ne s'attaque pas aux enfants, on ne s'attaque pas à ceux. Mais jusqu'à aller ouvrir le ventre d'une femme enceinte dans l'intention de dire que s'il y a un homme dedans, faut pas, il va nous poser des problèmes plus tard. Mon fils, tu veux que je dise quoi dans cette histoire-là? C'est pour ça que j'insiste. Et les gens nous disent que oui, c'est parce qu'ils sont paresseux, ils ont vendu leur terre et qu'on les tue. Et on fait notre teke-teke jusqu'à on force la force à ce pays pour recevoir notre dossier parce qu'on réclame justice sur ce qui a été commis. Des gens viennent nous dire que oui, ce dossier coûte des milliards, il faut qu'on leur arrache ça. On vient me proposer à moi, Martine, qui a perdu sa vieille maman qui n'a rien à voir dans cette histoire-là, avec tout le monde qui était autour, tous ces vieillards, ces bébés qui sont morts. On me propose de l'argent. On va t'ouvrir un compte, tu vas gérer. Pour vous dire plus tard encore que les guerriers, non seulement ils ont vendu leur terre, même les cadavres de leurs parents, là, ils les ont vendus. Mais mince alors, où on va avec ça? C'est quoi qu'est-ce que c'est à la fin? Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Et ce qui m'irrite aujourd'hui, d'Enva Traoré qui s'invite dans cette histoire pour mener toutes les manigances possibles pour m'éjecter du dossier parce que pour eux, c'est moi qui gêne. C'est tout ce qu'ils ont proposé, je le refuse.
Si j'avais besoin d'argent, quand le dossier a été ouvert en 2012 et que j'ai eu une altercation avec Ouattara sur TV5, après ça, les gens m'ont contacté pour me proposer 500 000 euros. Je leur ai dit merde. Et lui, Demba Traoré, il s'est là pour dire à moi qu'il va, que lui, il va gérer le dossier web parce que depuis longtemps, il faisait ceci. Oui, en 2002, c'est moi qui gérais ça. Mais en 2002, ce que tu as géré là, où est le résultat? Maître Hamza, avec laquelle il a travaillé, qui le citait là, c'est celui qui a fait les sites. Les sites qu'il a fait, il a dit, il est informaticien, c'est lui qui a fait le premier site pour qu'on mette les documents. Donc, il a son fichier. Pourquoi c'est le pauvre dossier de Kei Vao qui cherche? Et on va la traiter, l'humilier de tous les noms. Il pense que c'est ça qui va m'inquiéter. Moi, je n'ai pas peur. Je vous ai dit que j'ai 2 enfants, 2 garçons, j'ai une petite fille. Donc, j'ai déjà laissé transmettre, comme le dit le président Laurent Gbagbo. Mort là, ce n'est pas mon problème. Il faut bien mourir pour quelque chose. Mais dites à Demba Traoré que c'est non aujourd'hui, c'est non demain et c'est non après-demain. Là, les manigas, ils sont dedans. Là. Ils se fatiguent pour rien. Parce que non seulement ils nous disent que oui, nous on est xénophobes, on a fait un dossier ouais, sans les autres. Et ils s'en vont voler nos dossiers qu'on leur a confiés pour aller créer une association. Pourquoi c'est les ouais, maintenant ils mettent dedans, puis ils disent c'est les victimes. Quand c'est les victimes là, mettez les noms des autres régions dont vous êtes soucieux là. Pourquoi c'est les noms des ouais, vous mettez encore? Demandez-lui bien. Là, son argent, il a pris à elle, ses partenaires, et puis il veut vendre les corps de nos parents. Il est allé chez lui là-bas, je ne sais pas d'où il est venu, pour aller chercher les cadavres là-bas pour les vendre. Mais pas ceux des ouais. Trop, c'est trop. Merci, Madame Silvao. Non, ma deuxième question n'a pas été répondue. Ah oui, la récupération du FPI. Ah ben, ça, je n'en sais rien. Le FPI a toujours organisé. Moi, je ne suis pas FPI, je n'ai jamais eu un parti. Aujourd'hui, j'ai défendu farouchement le combat de Laurent Gbagbo contre l'impérialisme. Et en plus, pour moi, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on aurait conduit Ouattara Draman, Soro Guillaume, Blé Goudé, comment il s'appelle, Conan Bédier, Takabe ou je sais qui d'autre. Tout ce monde-là, on les avait déportés à la CPI. Et qu'ils étaient sous les verrous. Elle allait dire, gardez-les là-bas, on va continuer parce qu'ils nous emmerdent. Mais pourquoi c'est Laurent Gbagbo seul qu'on envoie pour une affaire qui a concerné tout le monde? Voilà pourquoi je le défends avec ma dernière énergie. Mais de là à ce que des gens parlent en son nom en disant que oui, Laurent Gbagbo dit qu'il faut donner le dossier. Je n'ai pas eu de feuille de route de la part de Laurent Gbagbo. Je ne l'ai jamais connu. Je ne suis pas son ministre des victimes. Et d'ailleurs, pendant la guerre, le ministre de la victime qu'ils ont nommé après Marcoussi, c'était un rebelle. Donc, qu'est-ce que j'ai à recevoir d'ordre de qui que ce soit? Je fais mon truc personnellement. Si aujourd'hui les gens estiment que ce qu'on a fait concerne la nation, mais d'après lui-même, on s'asseye, on discute. Mais pourquoi on veut me mettre la pression? Oui, tu vas donner le dossier, tu n'as aucune notion du droit, tu n'as ceci, tu n'as ça. Oui, voilà, c'est ma pommade, ça. Ça me passe sur le corps, hein. On est dedans, ils vont me trouver. Je suis prête à mon pays en place. Merci. Merci, Madame Keizao. Nous rappelons, chers auditeurs, que nous sommes à la radio Africa 411, à cette émission radiophonique. Nous sommes avec Madame Martine Keizao pour parler du génocide ouest. Nous sommes suivis d'un peu partout et nous avons beaucoup d'internautes qui aimeraient poser des questions à notre invité. Notre prochaine question va au numéro 540 419 03 21. Si vous êtes là, présentez-vous et posez votre question, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Jeannette. Est-ce que vous me recevez? Ah, oui, je vous reçois très bien, maman. Voilà. Alors, je voudrais saluer l'invité, saluer les responsables de cette radio. Voilà, c'est ça la continuité, la génération. Il faut qu'il y ait une suite, quelqu'un commence et puis on poursuit. Ce n'est pas une question proprement dit, ma fille, que je voudrais poser. Je m'excuse de t'appeler ma fille, mais tu l'es. Je voudrais apporter une contribution de sachant. OK? Alors, en 2012-2013, j'animais une émission patriotique sur Abidjan TV et mon émission s'intitulait la voile, comment on l'appelle, la résistance, c'est-à-dire j'invitais des patriotes
et nous venions débattre de la question de la Côte d'Ivoire. Et j'ai organisé un débat avec un responsable de RHDP à l'époque, qui est ouais, parce qu'à cette époque-là, le mot génocide n'était pas employé. On parlait de massacre du peuple ouais. Massacre du peuple ouais. Et quand dans mes préparations de mes émissions, j'ai cherché et j'ai vu que, en fait, ce n'était qu'un génocide défini comme étant l'élimination intentionnelle de toute une population pour des raisons religieuses et tout ça, on ne va pas aller dans les définitions, tout le monde le sait déjà. Alors j'ai invité ce responsable-là pour qu'on en parle. Et déjà à cette époque, moi je disais que le massacre était plutôt un génocide, mais un génocide commis par le président Ouattara, Alassane Ouattara. Et par la suite, j'ai eu 4 fois dans mes émissions, votre invité du jour, 4 fois dans mes émissions où on parlait de cette affaire. Mais ce que je voudrais apporter comme témoignage en tant que sachant, sans aller en profondeur, d'abord le premier point, quand on dit pourquoi l'Ouest, c'est plus profond. Ce n'est pas parce que c'est une population paresseuse, ou bien ceci, ou bien cela. Ça date de longtemps. Et je dis que lorsque j'ai organisé cette émission, j'avais un de mes panélistes qui est originaire de l'Ouest, qui m'a appelé un soir, et puis il a dit, maman dit, je vais te donner les vraies raisons de ce qui s'est passé à l'Ouest. J'ai dit, ah bon? Et il m'a expliqué. Il a dit ceci. Lorsqu'ils étaient étudiants, les ressortissants de cette région, ils étaient étudiants, ils sont allés chez une personnalité de la région qui ne veut plus, dont je ne dirai pas le nom, mais celui qui m'a informé est prêt à le dire. Donc, ils sont allés chez lui et ils lui ont posé des questions, à savoir que comment ça se faisait qu'il envoyait les ressortissants de la région en formation à l'extérieur sur les mines et qu'au retour de leur formation, soit au Canada, dans d'autres pays, ils étaient affectés ailleurs que dans des mines. Et c'est de là que le secret est sorti. La raison est sortie. À l'ouest, dans la région de Djokwe, il y a des bornes dans les champs, dans les forêts, il y a des bornes que les colons ont mis pour identification des ressources de la région. Il a dit que la personnalité lui a dit, Djokwe, toute la ville de Djokwe est assise sur une mine d'or. Et que pour exploiter cette mine, ce sont les mots qu'il a employés. Il vit, il est ici aux États-Unis, il est pasteur. Il dit pour pasteur aujourd'hui, pour exploiter cette mine-là, il faudrait déplacer toute la ville de Djokwe. C'est pour dire quoi? Que c'est un problème qui date depuis longtemps. Il y avait une identification, il y avait un repérage. Et c'est pour cela que pendant la guerre, excusez-moi, on tape à ma porte. Yes, I'm on phone. Just okay, I'm coming. Excusez-moi, c'est la visite. Et donc, pendant la guerre, pendant le massacre de nos parents là-bas, l'armée française était occupée à autre chose. On voyait qu'ils avaient d'autres matériels et en tout cas, ils étaient occupés à autre chose, à exploiter les ressources. Donc, pourquoi Djokwe? C'est pour cela. Il faut enlever les populations autochtones pour mettre une autre population qu'on pourra facilement relocaliser ailleurs afin de pouvoir exploiter ce qui a été prévu au moment où nous-mêmes nous n'étions pas encore nés. Voici la raison. OK? Merci beaucoup, Mme Jeannette. J'ai pas fini, s'il vous plaît. J'ai donné cette information à une personnalité locale actuelle qui se trouve en exil de Djokwe. Je l'ai informé, il était à Uri, j'ai dit c'est ça. Parce que quand on dirige une émission, quand on mène un débat, il faut aller en profondeur. Des fois, tu reçois les informations ou bien tu vas vers les informations. Donc, voici. Maintenant, en ce qui concerne mon deuxième point,
en ce qui concerne la reconnaissance du génocide, de ce que j'ai lu en parcourant tous les documents des pays où il y a eu génocide, aucun État, disons aucun génocidaire de l'époque, c'est-à-dire aucune personne qui était qui était en service, qui était au pouvoir au moment du génocide, n'a jamais reconnu que oui, c'est moi le génocidaire. C'est moi qui ai commis le génocide. Il n'a jamais reconnu. Le génocide est reconnu et les coupables sont reconnus par le tribunal. C'est par le tribunal. Donc, c'est quoi de plus normal que le dossier se trouve à la CPI et que là-bas, il mène les enquêtes pour savoir d'abord, pour situer les responsabilités. Ce n'est pas une petite affaire pour situer les responsabilités. Et ces responsabilités-là vont aller loin. Et je pense que, maintenant ça c'est mon analyse, c'est ça qui fait que certaines personnes qui sont en train de nous tromper aujourd'hui, qui sont découverts par leurs pieds à gauche et à droite et qui composent avec le pouvoir actuel, veulent nous distraire pour enlever, pour récupérer ce dossier-là, pour ne pas que ça aille loin. Ça ne réussira pas. Ça ne réussira pas. Voilà ce que je voulais dire. Ils sont vaincus. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Mme Jeannette. Merci. Nous allons maintenant passer à la prochaine question et ça vient d'un participant. Le numéro est 901 604 2980. Je voudrais vous dire merci d'avoir choisi Africa 411, une radio vraiment qui est vraiment à la page et qui vous donne des informations qu'il faut. Voilà, donc monsieur qui a le numéro 901 604 2980, vous avez l'antenne. Oui, bonsoir à tous les invités, bonsoir à tous les animateurs. Je suis Simplice Diriga, je vis à Memphis dans le Tennessee. Donc, je voudrais faire cette intervention pour apporter mon soutien à notre invité. Le génocide, ouais. Tout à l'heure, je l'ai écouté, elle a répondu à certaines questions par rapport à M. Demba, par rapport à Maître Abiba en ce qui concerne le dossier qui veut être récupéré. Franchement, je l'encourage. Et je voulais lui dire d'être vraiment vigilante parce qu'aujourd'hui, la question du génocide est devenue politique. Comme la dame qui est intervenue tout à l'heure l'a dit, ils veulent récupérer le dossier. Mais bon, aujourd'hui, je sais qu'elle comprend beaucoup de choses, beaucoup les enjeux. Aujourd'hui, le pouvoir en place se sent vraiment menacé parce que c'est un fait. Je me souviens à l'époque, lorsque le génocide a eu lieu, il y a quelqu'un qui a demandé sa définition du génocide. Elle n'a pas de définition du génocide. Il y a le dictionnaire de la Larousse qui est là, il y a une définition. Cette théorie, ce sont des théories de masse qui ont été faites même, disons, en une journée. Je me souviens, à l'époque, là, si tu es le peuple, ouais, ils postaient les vidéos sur YouTube. Nous qui sommes ici, on allait sur YouTube, on regardait, on avait mal, ça faisait mal au cœur. Ça s'est fait en une journée, plus de 1000 morts. Et ils ont ciblé une population pour des raisons que la dame a évoquées tout à l'heure et d'autres raisons. Donc, ça constitue un génocide. Donc, quand il y a un génocide, il faut qu'il y ait réparation. Il faut que les coupables de ces génocides-là payent pour ça. Je me souviens encore à l'époque, Madame Marine Le Pen, qui est la présidente d'un parti politique, après elle est passée sur une chaîne de télé à cette époque. Elle est avocate en plus, elle a qualifié ça de génocide. Et Ouattara qui avait transformé cette armée de rebelles en FSI, elle a même conclu qu'il doit payer pour cette rébellion, pour ce crime monstrueux. Donc aujourd'hui, quand je vois les données sont en train de changer sur le terrain, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent faire de la récupération. C'est-à-dire, ils veulent que le génocide soit tué. Mais madame, je sais que ça va pas être facile, ça sera difficile. Vous comprenez les enjeux, vous avez les soutiens, mais ne baissez pas les bras. Moi, je suis pas de l'Ouest, mais je ne suis pas ouais, mais je suis de l'Ouest, mais c'est pas la raison. Mais je suis un même pays voyant aussi. Donc, on peut pas massacrer notre peuple de façon impunie. Donc, vraiment, je voudrais l'encourager, je voudrais lui dire aussi, c'est vrai qu'elle soutient Laurent Gbagbo, mais tous ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo, c'est pas des gens aussi sains. Donc, il faut qu'elle fasse attention. On soutient tous Laurent Gbagbo, mais aujourd'hui, dans la manière dont les choses se passent, c'est pas tous ceux qui sont avec Laurent Gbagbo qui sont vraiment avec Laurent Gbagbo. Il y en a qui sont avec Laurent Gbagbo, ils collaborent, le pouvoir en place, il y en a qui sont pas, mais qui collaborent. Vraiment, c'est un conseil que je voulais lui donner. Il faut qu'elle soit vigilante et vraiment, là, notre soutien, on va prier pour elle pour que les auteurs de ces crimes monstrueux-là soient punis.
Voilà un peu ce que je voulais dire. Vraiment, elle a notre soutien. Nous sommes contents, nous sommes fiers de notre maman. Vraiment, on a vraiment, ça nous fait mal. Quand on en parle, on a mal, quoi. Ben, il faut qu'elle soit vigilante parce que il y a trop de gars autour qui veulent récupérer le dossier. Vraiment, voilà ce que je voulais dire. Ouais. Voilà, amen, merci. amen, amen, amen. Amen. Vous êtes bien sur la radio 411, la radio suivie d'un peu de partout. Et nous allons maintenant, Madame Keyi Vao, nous allons vous lire une question d'un internaute qui est en ligne actuellement et qui suit silencieusement. Et il s'appelle Monsieur Patrice Beda. Et il est concerné par... Oui, Patrice Beda. Oui. Okay. Il demande, peut-on objectivement envisager une réconciliation vraie face à autant d'injustices? Entre qui et qui? Entre la Côte d'Ivoire, les populations de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire tout entière. Oui, la Côte d'Ivoire tout entière. Merci. La réconciliation, ben, c'est le souhait de tout le monde. C'est le souhait de tout le monde. Mais comment y arriver? C'est là le bas blesse. Ça fait 10 ans. Il demande. Il demande. Il demande s'il aura, est-ce qu'il aura réconciliation, si justice n'est pas faite. Ah ben ça, oh là là. Ben c'est là le vrai problème. Les gens parlent d'aller à la réconciliation, ils ne songent même pas à ce qui se passe autour d'eux. Hein? Vous vivez avec des gens, on leur distribue des bidons d'acide dans les maisons. 1, 2, 3, ton voisin, tu lui demandes, il vient, il te pousse, tu lui dis pourquoi tu me pousses, il renverse de l'acide sur toi. C'est avec ça, là, on va arriver à la réconciliation. Et puis la réconciliation, comment y arriver? Ah ben, c'est eux les tenants du pouvoir. Pour moi, personnellement, cette réconciliation-là, tous ceux qui y pensent, c'est du leurre. Parce qu'on ne peut pas opprimer des gens et les forcer à se réconcilier. Donc, ou c'est la réconciliation, ou c'est l'oppression. Mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Ça ne peut pas ménage. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si dans la tête des gens, même avant, là, on mariait les gens de force, hein, mais aujourd'hui, là, ça ne se passe pas. Hein. Avec tout ce qui est développé là. Tu la maries, tu la caches là, le lendemain, quelqu'un vient la détacher et puis elle s'en va ailleurs. À plus forte raison, tu vas massacrer les parents des gens, tu vas continuer à opprimer le peuple, tu vas continuer à faire du n'importe quoi. Regardez tout simplement au sein même de soi-disant résistance et des pro-Gbagbo. Hein? Vous êtes là, vos frères qui partagent les mêmes avis que vous et qui vous prennent comme avocats pour que vous les défendiez. Regardez la façon dont on les traite. Regardez comment on nous traite. Et avec ça c'est simplement au niveau d'entre nous. Hein. Si entre nous-mêmes, là, on ne peut même pas collaborer, comment voulez-vous que les autres qui nous ont blessés peuvent venir s'asseoir sur la même table avec nous? Sans justice, jamais de réconciliation. En ce qui nous concerne, nous, ouais. Les gens qui disent ça, là, c'est pour ça qu'ils rament depuis 10 ans. Ils disent ça pour prendre leur sous. Beaucoup s'en vont chez Ouattara pour dire que oui, on va conduire nos parents, mes frères élus, ouais, là. Oui, on va gérer nos parents, on va aller à la réconciliation. Et depuis là, ils sont là, ils tournent en rond, ils mentent, ils font ce qu'ils ont à faire, et finalement, bon, ben, c'est foiré. En tout cas, les populations ne sont pas prêtes. Voilà. Il ne faut même pas rêver. Voilà. Merci, Mme Keyi Vao. Nous vous remercions vraiment, une fois encore, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir donné des éclaircissements sur le dossier. Ouais. Votre dernier mot à l'endroit de toutes les victimes. Bien. Alors, d'abord, je voudrais dire à tout le monde que, contrairement à ce que les gens racontent, que oui, Keyi Vao, elle est xénophobe, elle a fait un dossier, ouais, et elle a laissé les autres victimes, je peux vous confirmer ce soir que c'est archi faux. C'est juste de la distraction pour essayer d'arriver à leur fin. Et ils n'y arriveront jamais.
Le dossier, on l'a introduit pour que il fallait, la CPI, quand j'insistais avec mes courriers, ils m'ont demandé des témoignages. Et les témoignages, comment je vis à Paris? Je ne connais pas les gens, je ne connais personne, un pays d'été, un pays du là, un pays machin, un pays ceci. Et on me demande un témoignage, je ne peux pas me lever. Et à l'époque, en 2013, en 2011, où chacun se cherchait, ceux qui se disent responsables du pays aujourd'hui, là, qui sont au pays, qui mettraient de tout, étaient sous des matelas. C'est là que j'allais demander qui pouvait témoigner. Les seules personnes qui étaient cabris morts, comme on le dit, et qui sont dans mon entourage, c'est nous-mêmes, on est. Moi, j'ai perdu ma mère. Donc, pour témoigner là, quand j'ai négocié avec l'ONUCI pour pouvoir me vendre, ils m'ont vendu le corps de ma mère à 300 000 francs parce qu'ils voulaient le brûler comme ils ont fait avec les autres. Je pleurais au téléphone. Heureusement que l'argent que j'ai envoyé à ma mère, c'était encore sur elle, donc ils ont pris ça. Or, l'hôpital et la mission sont face à face. Donc, pour témoigner, c'était facile pour moi d'avoir des gens sous la main. Donc, je suis partie dans les camps de réfugiés. Même dans les camps de réfugiés, quand j'étais arrivée, on dit si celle-là est circulaire, qui a la facilité de faire ce dossier-là, c'est qu'elle travaille pour Ouattara pour aller coincer Gbagbo à la haie là-bas. Les gens étaient réticents. Il n'y avait que des ouais qui ont répondu. Et c'est de ceux-là que j'avais besoin, puisque je parlais d'un génocide, il fallait que des gens qui étaient concernés le prennent. Maintenant, au bout de 3 ans de bataille, les gens ont validé le dossier. Donc, je suis retournée partout, la camp de réfugiés où je peux passer. Même, j'ai donné l'ordre à nos gens qui partaient dans les coins, soit au niveau d'Abidjan ou dans les villages, d'élargir le truc. Aujourd'hui, dans les dossiers, il y a des noms, ouais. Comme maintenant, le dossier est ouvert, donc tout le monde peut entrer. On les a fait entrer. Quoi de plus normal? L'association qui a déposé le dossier est ouais. Et on dit le fait que tu ne veux pas changer de nom, donc tu es xénophobe. Et puis alors, je dis xénophobe. Quand xénophobie là, est-ce qu'il y a cimetière des xénophobes à part ou bien il y a cimetière des choses? Mes parents ont été accueillants. Par hospitalité, on a subi un génocide. Donc si on peut essayer xénophobie aussi pour que ça nous donne d'autres résultats, pourquoi pas? Ça c'est du leurre. Donc aujourd'hui, je lance un appel à tous. Ceux qui ont des parents qui sont victimes, ceux qui ont des victimes sous la main, partout où ils se trouvent, je suis à votre disposition pour les enregistrements. Si vous tenez vraiment à avoir justice, vous venez avec moi. Et ceux qui veulent avoir l'argent parce qu'on parle de réconciliation, allez trouver les Demba là, c'est eux qui ont reçu de l'argent pour distraire les victimes et puis toucher leur commission. Chez moi, là, il n'y a pas un piquini. C'est justice, rien que la justice. Pourquoi on est victime? Tant que les gens ne sont pas punis, on sera toujours victime. Tu n'as pas de maison, on a tout brûlé, on te donne l'argent, tu arrives là et puis tu vas t'asseoir ailleurs, quelqu'un est dans ta maison parce que rien ne l'oblige à quitter chez toi? Non. Donc, voilà pourquoi que j'insiste et je persiste. Je sais que ça va. Aujourd'hui, ils ont pris les dossiers qu'on leur a donnés, puisque le premier lot qu'on a enregistré pour déposer à la CPI pour être validé, ça là, il n'y a pas eu de problème. Le deuxième lot des 3000 et quelques victimes qu'on a envoyées maintenant, où Abiba et Dadier sont assis dessus, parce qu'il y a Demba qui les cautionne, il avait besoin de son association. Ce sont ce lot-là aujourd'hui qu'elle brandit, j'ai 5000 victimes, j'ai ceci de victimes. Or, ce sont des victimes, ouais. Maintenant, ils envoient leurs complices du FPI sur le terrain, comme le FPI. Les gens les accueillent, ils acclament, mais entre nous, là-bas, nos responsables qui sont dans le FPI, on sait comment ils agissent. Si on vous a donné 800 millions pour enterrer vos parents, vous ne l'avez pas fait. Ce n'est pas aujourd'hui quand même vous allez prendre un dossier pour dire que venez faire livre blanc, que les gens vont être indemnisés. Ils savent que les gens les attendent là-bas. Donc le dossier, ils ont la coquille vide. Nos parents là, ils ne sont pas prêts. Votre argent là, vous pouvez aller ailleurs avec. Ouais, n'est pas prêt à vendre le cadavre de ses parents. Donc les victimes, que vous soyez tranquilles, en sérénité. Votre dossier est déjà sous la main. Ceux qui ne sont pas dedans, ils n'ont qu'à venir, je vais les enregistrer. Soyez patients, ils n'ont qu'à nous traiter comme ils veulent. Ils ont dissous nos associations. Non seulement ils nous facturent le dossier qu'ils ont volé, ils nous ont facturé. Comme on n'a pas l'argent, on ne peut pas payer. Pauvre, Yako. Ils ont dissous nos associations pour impayer. Et maintenant, ils gardent les victimes pour ouvrir leur association. Que Demba est heureux d'enregistrer parce qu'il veut aider les ouais. Il veut aider les ouais. Il est réfugié au Ghana là-bas. Il n'a jamais mis les pieds dans un camp de réfugiés. Pourquoi? Demandez-lui de ma part cette question-là. Il a donné combien de sacs de riz sur les camps de réfugiés?
ceux qui le poussent aujourd'hui pour dire ceci, cela, tous ces responsables FPI, combien de victimes ils ont croisé? C'est ça aussi le problème. Donc, les victimes n'ont pas tranquille, on est pauvre, on sait gérer notre pauvreté. On continuera, je passerai partout où je veux. S'ils veulent vraiment la justice, ils n'ont qu'à m'attendre, je vais venir là où ils sont, tout va bien se passer. Il ne faut pas suivre les hommes d'affaires là qui ont pris la justice. Voilà. Soyez bénis, on est ensemble, Dieu nous conduira jusqu'à la justice. Notre dossier est en très bonne voie, très avancé, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Merci. Nous disons merci à Mme Keivao pour sa disponibilité et pour avoir dit sa part de vérité sur le dossier web. Malheureusement, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Nous aurions voulu rester plus longtemps vu que le sujet est vraiment très intéressant, mais nous ne pouvons pas continuer vu le temps qui nous est imparti. Nous nous excusons auprès de tous les auditeurs qui n'ont pas pu prendre la parole, qui n'ont pas pu poser leurs questions à Mme Keivao. Et nous disons merci à la régie, merci également aux auditeurs et aux auditrices. Restez à l'écoute pour nos prochaines émissions. À très bientôt. Merci, Mme Keivao. Merci. De rien, j'espère avoir répondu à vos questions. Tout à fait. Okay. Merci à tous. Merci, on est ensemble. Il est 4h du matin chez moi. Hein. Ah. Bye bye. Bye bye. Au revoir. C'était Van de Valeur. Merci.
Hello. 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 Hello.